Je disais l'autre jour qu'on avait le droit de changer d'avis quand on pouvait montrer les raisons pour lesquelles on changeait d'avis et quand on pouvait exposer le modèle, le projet initial, en montrant qu'il pouvait trouver des réponses et des formulations successives dans un but d'amélioration et d'amendement. Parfois, il y a des prises de conscience. Par exemple, j'ai été amené à modifier mon modèle des niveaux 1, 2, 3 et 4, ma pyramide, en m'apercevant d'un élément que je n'avais pas voulu ou pas su prendre en considération, et qui est le fait que les hommes sont plus forts physiquement que les femmes pour accomplir des travaux, dans les travaux des champs, le labour, etc. Et par conséquent, je ne parle même pas de l'armée, et par conséquent, les femmes nous apparaissent au fond plutôt comme des personnes qui doivent travailler, qui ont d'abord leur capital intérieur. L'utérus, c'est quelque chose d'intérieur. La mémoire, la capacité de parler, plutôt de répéter les choses, est intérieure. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appellerait organique par opposition à instrumental. Et d'ailleurs, les immigrés, notamment ceux d'Afrique du Nord, c'était la main-d'œuvre pour faire des choses lourdes, difficiles. Et c'est pour ça que les femmes n'ont pas été parmi les premiers immigrés, notamment du Maghreb. Dans le bâtiment, par exemple, dans l'industrie. De même que les Noirs qui sont entrés, qui sont montés au nord, étaient des gens c'était des hommes qui devaient travailler dans les usines. Donc, je n'avais pas pris conscience de cette évidence. M'étant arrêté sur quelques détails qui m'avaient induit en erreur, si on peut dire. Et souvent, nos analyses dépendent de certaines choses dont nous ne tenons pas compte. Parce que nous sommes entraînés dans une certaine direction qui peut être une fausse piste. Et par conséquent, aujourd'hui, je vais proposer un nouveau modèle légèrement différent de celui que j'avais proposé précédemment. Mais un élément comme ça nous oblige en fin de compte à repenser l'ensemble du modèle. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les esclaves, si on peut dire, il y a à la fois les hommes et les femmes. La femme est l'esclave parce qu'elle porte l'enfant, parce qu'elle, on dit, elle soulage l'homme de... Enfin, elle soulage l'homme, on va encore revenir là-dessus. Elle porte l'enfant. Et aussi, elles ont un rôle qui n'est pas toujours formellement reconnu d'enregistrement, de mémoire. Je pense que les femmes sont douées d'une mémoire qui leur permet de répéter textuellement les choses. Et ce qui en fait d'ailleurs quelque part une mécanique intéressante, mais qui est un peu figée, parce qu'il y a des disques en quelque sorte. Donc, d'un côté on a les femmes, de l'autre côté on a les esclaves. Les esclaves au sens de ceux qui sont des travailleurs de force, de ceux qui mettent leur force au service d'un maître. Mais dans ce sens-là, l'esclave peut être aussi bien l'homme que la femme, selon les fonctions. Mais alors finalement, la question qui va se poser, c'est mais qui est l'homme? Si l'homme est esclave, comment peut-on appeler l'homme le maître? Il y aurait donc des hommes maîtres et des hommes esclaves.
C'est pour ça que je propose d'appeler l'homme maître le surhomme. Proposition à l'homme. Et c'est pour ça que je propose d'appeler ce surhomme, de le rapprocher dans la Bible de Adam. Adam. Adam, créé par Dieu dans le premier chapitre de la Genèse, serait le surhomme. Et tout le reste serait ce que j'ai appelé sa maisonnée, c'est-à-dire ce qui est autour de lui. Ce qui est évoqué au moins dans 2 commandements du décalogue. Tu ne promoteras pas la maison de ton prochain, la maison de ton prochain, ni sa femme, ni ses esclaves, ni son bétail, etc. Donc il y a bien ces 3 niveaux, on pourra en trouver d'autres. Donc Adam, ce n'est pas l'homme, c'est le surhomme. Et Ben Adam, comme j'en ai parlé vaguement dans une autre vidéo, c'est celui qui descend d'Adam. Ce n'est pas l'homme ordinaire. C'est une sorte d'aristocratie, de noblesse qui va gérer, qui va conduire l'humanité. Et donc il y a ceux qui sont les descendants d'Adam, les Bnei Adam, et puis il y a ceux qui ont été fabriqués en quelque sorte, comme la femme a été fabriquée, et qui sont assimilables à des machines d'une certaine manière. Soit en tant que serveurs de machines, utilisant des machines comme l'homme, soit comme ayant en eux-mêmes des formes de machines organiques. Vous voyez que ce petit détail de prendre en considération la force physique modifie notre pyramide. C'est amusant d'ailleurs parce qu'on sait que les pyramides sont associées justement à la force physique des Hébreux, pas disant, enfin, il a fallu les construire ces pyramides. Et comme je le disais dans une précédente vidéo, en hébreu moderne, Ben Adam, ça veut dire simplement l'homme, l'homme ordinaire, tout venant, même l'homme et la femme, les hommes, l'humanité. C'est une erreur majeure, parce que Adam, ce n'est pas l'homme ordinaire, c'est le surhomme. On peut renvoyer à Nietzsche si on veut. C'est le surhomme, c'est celui qui naît de Dieu, c'est la noblesse qui naît de Dieu, c'est l'aristocratie qui naît de Dieu, c'est le prince du sang, comme on dirait en France. Et cette noblesse, l'aristocratie, elle a vocation à diriger la société. Elle est de sang bleu, comme on dit. Elle a une naissance, elle a une filière, une filiation. Voilà, donc finalement, notre schéma, en 1, il y a le surhomme, en 2 et 3, il y a la femme et l'esclave, le sous-homme si on veut, et en 4, il y a la machine. Donc entre le surhomme et la machine, il y a ces 2 populations, masculines et féminines, qui sont dotées de fonctions mécaniques ou qui ont à assister ces fonctions mécaniques. Mécanique intérieure pour la femme, mécanique extérieure pour l'homme. Donc finalement, j'ai repensé mon système. Ceux qui comprennent pourquoi j'ai repensé, tant mieux. Ceux qui pensent que je vais passer d'un système à un autre comme ça, au gré de ma fantaisie, tant pis pour eux. Même que dans le domaine scientifique, moi ça m'est arrivé à plusieurs reprises, et même, bon, on peut s'apercevoir, il y a un élément qu'on avait négligé, qu'on n'avait pas appréhendé correctement, et qui nous oblige à repenser notre dispositif. Alors parfois, quand on a publié, ça apparaît grossièrement. Voilà, il a dit ça à tel moment, à un autre moment il a dit autre chose, mais dans bien des cas, la personne a des modifications alors qu'il est en train de préparer un ouvrage, et ces modifications, elles ne sont pas exposées dans l'ouvrage. Elles sont gommées. Et d'ailleurs, quand on lit un bouquin,
il faut savoir que dans bien des cas, ce bouquin a fait l'objet de beaucoup de remaniements. Et d'ailleurs, l'étude des manuscrits permet de comprendre ces remaniements, mais ça, c'est réservé aux spécialistes de la biographie et de la bibliographie. Pour beaucoup de gens, le livre, il est né comme ça. Toc, ça y est, d'un seul tenant. Pas du tout. Il y a une diachronie. L'ouvrage, il se constitue par étapes. Et d'ailleurs, souvent, ces étapes successives cohabitent. Parce que l'auteur n'aura pas forcément totalement, quand il a changé de point de vue, il n'aura pas forcément répercuté ce changement de point de vue sur l'ensemble de ce qu'il a écrit, de ce qu'il est en train d'écrire. D'où un certain nombre de distorsions dans le cours de l'ouvrage qui n'ont pas forcément disparu lors de la publication. Et là, l'historien peut relever ces distorsions pour, d'une manière archéologique en quelque sorte, pour reconstituer le processus mental, intellectuel de l'auteur. Il ne s'agit pas de montrer qu'il y a une incohérence. Il n'y a pas d'incohérence synchronique, il y a une incohérence, si on peut dire, il y a simplement une discontinuité diachronique. L'auteur a changé de point de vue, il a corrigé ce qui lui était apparu comme étant dépassé, et il n'y est pas forcément parvenu complètement, laissant ainsi des éléments surnager. Et ça, c'est vrai notamment pour le cas des contrefaçons, où, mais ça c'est encore plus compliqué, mais j'en ai déjà parlé auparavant, mais tout le monde n'a pas à lire tout ce que j'ai écrit, ou ce que j'ai dit surtout, où on a rajouté quelque chose, mais là au contraire, on n'a pas voulu enlever ce qui avait été écrit avant, pour donner l'impression que ça n'a pas bougé. Et ça c'est intéressant pour l'auteur, l'espèce des contrefaçons que je suis, des supercheries littéraires. Je renvoie à mon travail notamment sur Nostradamus, qui est les supercheries littéraires par excellence. Donc à ce moment-là, la distorsion n'est pas supprimée. On a rajouté quelque chose, mais on n'a pas voulu supprimer la forme précédente, pour laisser l'illusion que les choses n'ont pas bougé. Et ça, c'est aussi une façon de faire. Alors, on se dit que les gens ne verront pas, resteront sur cette impression. D'où des très grands nombres de confusions dans la Bible notamment, avec des versions contradictoires qui s'amalgament, qui se succèdent, qui se juxtaposent, et qui correspondent à des remaniements, des revirements, mais qui, dans bien des cas, n'ont pas donné lieu à la suppression des versions précédentes, ou encore parce que l'on n'a pas compris la contradiction. Donc croire qu'un texte comme l'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont des ouvrages complètement cohérents, complètement structurés, où tout fait sens et tout va ensemble, serait illusoire. En réalité, ce sont des éléments successifs, des versions successives. On est d'ailleurs en partie dans le syncrétisme et dans l'amalgame. Et par conséquent, les choses ne sont pas claires. Alors je reviens sur un élément qui me vient à l'esprit, entre autres, le fait d'être passé de l'expression fils, de l'expression la Vierge, qui désignait Israël en tant que peuple. On trouve ça dans Isaïe ou ailleurs également. Betoulat Israël, Vierge d'Israël. Et ça a été compris dans le Nouveau Testament, ou ça a été compris à tort ou délibérément, comme voulant dire une vierge, une femme vierge. Parce que ce n'était pas du tout ce que voulait dire le mot vierge dans le contexte. Quand Dieu s'adresse à Israël
ô toi, Vierge d'Israël, il viendra de toi, il sortira de toi tel personnage, que l'on ait compris que ça voulait dire que quelqu'un naîtrait d'une vierge, c'est une évidente erreur d'interprétation et de compréhension. Voilà, je terminerai sur cette petite formule amusante.